milliardaire épouse et met enceinte une mendiante laide. La décision inattendue a laissé tout le monde choqué et curieux. 5 jours plus tard, il s'est enfui et la mendiante a révélé quelque chose de surprenant qui a changé le cours de cette histoire. La pluie fouettait les rues de Paris cette nuit d'hiver. Les grosses gouttes ricochent sur l'asphalte, créant un rideau liquide qui déformait les lumières des rares voitures qui circulaient encore sur les Champs-Élysées. Dans son bureau, au dernier étage de l'un des bâtiments les plus imposants de la ville, Lucas Dubois observait l'orage à travers la paroi de verre, son reflet se mêlant au paysage urbain. À 35 ans, Lucas était l'image même du succès corporatif. Cheveux noirs toujours impeccables, costume italien parfait et une posture qui dégageait le pouvoir. En tant que PDG de Dubois Industries, ses décisions faisaient bouger des millions chaque jour. Sa réputation de négociateur impitoyable le précédait dans toutes les réunions et son nom était synonyme d'excellence dans les cercles d'affaires les plus exclusifs du pays. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Claire, sa secrétaire. « Monsieur Dubois, votre grand-mère est en ligne. Elle insiste pour vous parler. » Lucas soupira profondément. Madame Hélène, à 85 ans, était la seule personne qui pouvait encore le faire se sentir comme un garçon désobéissant. « Passez-lui la ligne, Claire. »« Lucas, mon petit-fils. » La voix forte et aristocratique de Madame Hélène remplit la ligne. « Nous devons parler du bal de charité du mois prochain. Grand-mère, nous en avons déjà parlé. Je suis concentré sur l'expansion de l'entreprise sur le marché asiatique. Je n'ai pas le temps pour des événements sociaux en ce moment. Le temps était quelque chose que tu dois apprendre à mieux gérer, mon cher. Pas seulement pour les affaires, mais pour la vie. Sais-tu combien d'années j'ai? Chaque jour qui passe, mon plus grand désir est de te voir t'épanouir non seulement professionnellement, mais aussi en amour. » Lucas passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. « S'il te plaît, ne recommence pas avec cette histoire de mariage. Et pourquoi pas? Tu as tout. Intelligence, position, fortune. Mais tu vis comme un moine enfermé dans ce bureau. Ce n'est pas une vie, mon fils. Ton grand-père, que Dieu ait son âme, disait toujours qu'un homme n'est vraiment accompli que lorsqu'il a quelqu'un avec qui partager ses réussites. Mamie, ne m'interromps pas. Tu sais que ma santé n'est plus la même. Avant de partir, je veux te voir marié, heureux, en train de fonder une famille. C'est mon dernier souhait, Lucas. » Les mots de Madame Hélène pesaient sur ses épaules comme du plomb. Le dernier vœu de sa grand-mère. Comment l'ignorer? Elle, qui l'avait élevé après l'accident qui avait emporté ses parents, méritait au moins cette considération. « D'accord, mamie, je serai au bal. »« Parfait. Et viens accompagner, s'il te plaît. Je ne supporte plus de te voir seul à ces événements. » Une fois la communication terminée, Lucas retourna contempler la ville à travers la fenêtre. La pluie continuait, implacable, et il se surprit à penser à sa vie. C'était vrai qu'il avait consacré chaque minute des dernières années à bâtir son empire. Les relations, trop compliquées, elles demandèrent du temps, de l'engagement, de la vulnérabilité, toutes ces choses qu'il avait appris à éviter dans le monde des affaires. En regardant sa montre, il réalisa qu'il était déjà plus de 11 heures. Son chauffeur avait été renvoyé plus tôt. Il allait donc devoir conduire sous cette tempête. Il prit son attaché-case, son manteau et descendit au garage. Sa Porsche noire l'attendait, brillante sous les néons. Le trajet jusqu'à sa demeure de Neuilly-sur-Seine prenait normalement 30 minutes, mais avec cette pluie, cela pourrait prendre le double. Alors qu'il roulait sur les Champs-Élysées, ses pensées revenaient sans cesse aux paroles de sa grand-mère. Il était si distrait qu'il faillit ne pas remarquer la silhouette recroquevillée sous l'auvent d'une boutique fermée. Quelque chose le poussa à ralentir. C'était une jeune femme, probablement pas plus de 25 ans, serrant contre elle un sac à dos usé. Même à distance et à travers la pluie, quelque chose dans sa posture attira son attention. Ce n'était pas la posture typique de quelqu'un qui vit dans la rue. Il y avait une dignité là, une force silencieuse qui contrastait avec sa situation actuelle. Lucas gara la voiture quelques mètres plus loin, se surprenant lui-même par cette attitude. À travers le rétroviseur, il observa la jeune femme. Elle gardait le regard fixé sur un point lointain, comme si elle était perdue dans ses pensées. Ses cheveux bruns, même mouillés, encadraient un visage qui, malgré les circonstances, émanait une beauté naturelle et une force intérieure qui l'intrigua profondément. Les paroles de sa grand-mère résonnèrent dans son esprit. Dernier. Souès. Il regarda à nouveau la jeune femme à travers le rétroviseur
et une idée commença à se former dans son esprit. Une idée absurde, impulsive, complètement à l'opposé de son comportement habituel. Mais pour la première fois depuis longtemps, Lucas Dubois était sur le point de prendre une décision qui ne figurait dans aucun de ses plans stratégiques. Élodie Martin essayait d'ignorer l'eau froide qui coulait le long de la marquise, mouillant le bas de son jean déjà usé. Cela faisait 3 semaines qu'elle avait perdu son emploi de vendeuse, et par conséquent, la petite chambre qu'elle louait en périphérie. Ses biens les plus précieux, quelques livres, des documents et quelques vêtements, étaient protégés dans le sac à dos qu'elle serrait contre sa poitrine. Diplômée en design de mode d'une université publique, Élodie avait toujours rêvé de créer sa propre marque. Mais la réalité s'était révélée plus dure que ses rêves. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour trouver un travail dans son domaine, elle avait fini par accepter un emploi dans un grand magasin. Maintenant, même cela lui avait été enlevé. Une Porsche noire attira son attention en se garant quelques mètres plus loin. À une autre époque, elle aurait peut-être admiré le design du véhicule. Elle avait toujours été fascinée par l'élégance des lignes automobiles. Aujourd'hui, cependant, les voitures de luxe ne lui rappelaient que la distance entre ses rêves et sa réalité. À sa surprise, un homme grand vêtu d'un costume qui coûtait certainement plus qu'une année de son ancien loyer sortit de la voiture et marcha vers elle, se protégeant de la pluie avec un parapluie noir. Instinctivement, Élodie se recroquevilla, serrant encore plus fort son sac à dos. « Bonsoir », sa voix était grave et maîtrisée, avec un ton d'autorité naturelle. « Puis-je m'abriter ici un moment ?» Élodie hocha simplement la tête, se déplaçant légèrement sur le côté. L'homme ferma son parapluie et se positionna à une distance respectueuse. « Je m'appelle Lucas Dubois », se présenta-t-il, l'observant avec intérêt. « Et vous êtes » ?« Élodie », répondit-elle sèchement, évitant de le regarder directement. « Élodie », répéta-t-il, comme s'il testait le nom. « Vous semblez être une personne intelligente, Élodie. Que faites-vous ici par une nuit ?»« Comme celle-ci ?» La question la prit au dépourvu. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, seulement une curiosité sincère qui la fit baisser un peu sa garde. « La vie ne suit pas toujours le scénario que nous avons prévu, » répondit-elle, surprise par sa propre sincérité. Lucas sourit légèrement, un geste qui adoucit ses traits sérieux. « Non, en effet. Mais parfois, quand on s'y attend, le moins, une opportunité se présente pour réécrire ce scénario. » Élodie le regarda intriguée par le tour surréaliste que prenait cette conversation. « Que voulez-vous dire ?»« J'ai une proposition à vous faire, » dit-il, son ton professionnel contrastant avec l'absurdité de la situation. « Une proposition qui pourrait changer votre vie complètement. »« Quel genre de proposition ?» demanda Élodie, sa voix mêlant méfiance et curiosité. « Un mariage, » répondit-il directement. « Un arrangement de convenance mutuelle. » Élodie faillit rire, mais son expression sérieuse la retint. « Est-ce une sorte de blague ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » répondit Lucas, gardant son regard fixé sur elle. « Je dois me marier pour satisfaire le dernier souhait de ma grand-mère. Vous avez besoin de stabilité et d'un nouveau départ. Nous pouvons nous entraider. Et pourquoi moi ? Il y a des milliers de femmes qui donneraient tout pour épouser quelqu'un comme vous. »« C'est exactement pour ça, » répondit-il. « Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, vous n'avez aucune prétention ou attente. Romantique. De plus, il y a quelque chose dans votre regard, une force, une dignité qui m'intrigue. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. La proposition était absurde, mais quelque chose dans la manière directe dont il la présentait la faisait envisager la possibilité. Qu'avais-je à perdre? Quels seraient les termes de cet accord? C'est simple, vous auriez une nouvelle identité sociale, accès à des ressources pour reconstruire votre vie, une sécurité financière. En échange, vous devriez maintenir les apparences lors d'événements sociaux et satisfaire l'attente de ma grand-mère de me voir mariée. Après 1 an, nous pourrons divorcer discrètement et vous recevrez une pension à vie qui garantira votre avenir. La pluie continuait de tomber, créant un rideau liquide qui isolait ce moment du reste du monde. Élodie observa l'homme devant. Quel impeccable maître de lui, clairement habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Une partie d'elle voulait refuser immédiatement, préserver sa dignité intacte. Mais une autre partie, peut-être celle qui s'accrochait encore au rêve d'une vie meilleure, la poussait à considérer l'offre. Et si j'acceptais?
Comment cela fonctionnerait-il? Vous viendriez avec moi maintenant. Demain, nous commencerions les préparatifs. Ma grand-mère voudra certainement organiser une cérémonie grandiose, mais nous pouvons gérer cela. L'important est que vous aurez le temps de vous adapter, de vous préparer. Élodie respira profondément, son cerveau travaillant furieusement pour assimiler cette situation surréaliste. C'était de la folie d'accepter, bien sûr, mais peut-être était-ce encore plus fou de refuser la seule véritable opportunité de recommencer qui s'était présentée depuis des mois. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Lucas sourit à nouveau, cette fois d'un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Parce que, contrairement à la plupart des gens que vous avez dû rencontrer récemment, je ne prétends pas avoir de bonnes intentions. C'est un accord commercial pur et simple. Et s'il y a une chose que je sais bien faire, c'est honorer les accords commerciaux. La demeure des Dubois était exactement comme Élodie l'avait imaginé. Une construction imposante au cœur de Neuilly-sur-Seine, avec des jardins méticuleusement entretenus et une équipe de domestiques qui se déplaçait discrètement dans les couloirs. Après une nuit agitée dans l'une des chambres d'amis, elle fut réveillée par Marguerite, la gouvernante, une femme d'âge mûr, aux yeux perçants et à l'expression sévère. « Madame Hélène », prononça Marguerite avec une formalité qui sonnait étrangement, « Monsieur Dubois demande votre présence dans le bureau dans une demi-heure. Le petit déjeuner y sera servi. » Vêtue des habits qu'elle avait trouvés dans le placard de la chambre, tout neuf et de marque luxueuse, Élodie suivit Marguerite à travers les couloirs décorés d'œuvres d'art et de photographies anciennes. Dans l'une d'elles, elle reconnut Gustave encore enfant, aux côtés d'une dame élégante qui ne pouvait être que sa grand-mère. Le bureau était une pièce spacieuse, avec des étagères de livres du sol au plafond et une vue privilégiée sur les jardins. Gustave était déjà là, impeccable dans son costume bleu marine, travaillant sur son ordinateur portable. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux de l'écran. « J'espère que vous avez bien dormi, nous avons beaucoup à régler aujourd'hui. » Élodie s'assit dans le fauteuil indiqué par Marguerite, qui commença aussitôt à servir du café, des fruits et du pain frais. L'arôme du café premium fit gronder son estomac, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Première chose à l'ordre du jour, Gustave ferma enfin son ordinateur et la regarda. « Ma grand-mère vient ici. Elle est, disons, enthousiasmée par la nouvelle du mariage. »« Vous lui avez déjà dit ?» demanda Élodie, surprise. « Je l'ai appelée ce matin. C'était nécessaire. Madame Hélène Dubois est une force de la nature. Plus tôt elle prendra le contrôle des préparatifs, mieux ce sera. » Comme invoquée par la mention de son nom, la porte du bureau s'ouvrit et Madame Hélène entra, apportant avec elle une aura d'élégance et d'autorité qui fit immédiatement se redresser Élodie dans son fauteuil. « Alors, voici la jeune femme qui a conquis mon petit-fils », s'exclama la dame, s'approchant pour examiner Élodie avec des yeux perspicaces. Son parfum coûteux précéda l'étreinte chaleureuse qui surprit tout le monde dans la pièce, y compris Gustave. « Ma chère, vous êtes encore plus belle que Gustave ne l'a décrite. » Élodie lança un regard perplexe à Gustave, qui garda une expression neutre. Clairement, il avait construit toute une histoire romantique pour sa grand-mère. « Merci, Madame Dubois », parvint à balbutier Élodie. « Pas de Madame Dubois. Appelez-moi grand-mère Hélène, après tout. Nous serons bientôt de la famille. » La matriarche des Dubois s'assit élégamment dans un fauteuil, tandis que Marguerite lui servait rapidement du thé. « Maintenant, nous n'avons que 3 semaines, avant le bal de charité, qui sera le cadre parfait pour annoncer officiellement les fiançailles. Nous devons travailler vite. » 3 semaines? Élodie et Lucas parlèrent à l'unisson, bien que pour des raisons différentes. « Oui, j'ai déjà appelé Jean-Pierre, mon styliste personnel. Il viendra cet après-midi pour les premiers essayages de la robe. Élodie, ma chérie, tu dois être éblouissante. Toute la société parisienne sera là. » Lucas tout sauta. « Grand-mère, peut-être serait-il préférable quelque chose de plus discret. »« Discret? Mon seul petit-fils trouve enfin l'amour et tu veux de la discrétion ?» Madame Hélène rit avec une véritable amusement. « Absolument pas. C'est un moment à célébrer en grande pompe. » Pendant l'heure qui suivit, Madame Hélène mena un monologue enthousiaste sur les préparatifs, les traditions familiales et les attentes sociales, tandis qu'Élodie essayait de digérer la vitesse à laquelle sa vie changeait. Lucas restait silencieux, ne répondant que lorsqu'il était directement interrogé. « Et bien sûr, vous devez apprendre la valse, » déclara Madame Hélène. « J'ai engagé le meilleur professeur de danse de la ville.
Les cours commencent demain. La valse. Élodie s'étouffa avec son café. Naturellement, la première danse en tant que couple doit être mémorable. Lucas, mon chéri, tu te souviens encore des pas que tu as appris à l'adolescence? Vaguement, répondit-il sèchement. Parfait. Alors ce sera l'occasion pour vous de pratiquer ensemble. Rien de tel que la danse pour rapprocher un couple. Madame Hélène sourit, avec un mélange de malice et de tendresse qui fit rougir Élodie. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls, un silence pesant s'installa dans le bureau. Élodie fut la première à briser le silence. « Ta grand-mère croit vraiment que nous sommes tombés amoureux? Elle croit ce qu'elle veut croire. » répondit Lucas, reportant son attention sur son ordinateur portable. « C'est mieux ainsi. Plus cela paraîtra authentique, moins il y aura de questions. Et les cours de danse? Ils sont nécessaires pour maintenir les apparences. Nous apprendrons les pas de base, nous ferons une performance convaincante au bal et ensuite, il fit un geste vague de la main comme pour balayer l'idée. Et ensuite, nous ferons semblant d'être un couple heureux pendant 1 an, compléta Élodie, ressentant le poids de cette réalité alternative qu'elle était sur le point de vivre. La salle de danse de la demeure Dubois, une pièce spacieuse avec des miroirs sur les murs et un parquet en bois impeccable, était silencieuse, à l'exception du doux son d'une valse viennoise qui jouait en fond. Élodie, vêtue d'une jupe midi et de chaussons fournis par Marguerite, regardait avec appréhension tandis que le professeur Pierre démontrait les pas de base. « La valse, mes amis, n'est pas qu'une simple danse », expliquait le professeur avec son accent français prononcé. « C'est une conversation entre 2 corps, une histoire d'amour racontée en 3 temps. » Lucas, qui avait été pratiquement traîné au cours après une série de réunions, gardait son expression sérieuse habituelle. Son costume avait été remplacé par un pantalon habillé et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, une vision qui, Élodie devait l'admettre, le rendait étrangement plus humain. « Mademoiselle Élodie, s'il vous plaît. » Pierre lui fit signe de s'approcher. « Monsieur Lucas, tenez votre partenaire par la taille. Plus près, ce n'est pas une réunion d'affaires. » À contre-cœur, les deux se mirent en position. Élodie pouvait sentir la chaleur de la main de Lucas sur sa taille, et le contact de leurs doigts entrelacés était étonnamment doux. Son parfum, un mélange sophistiqué de bois et d'épices, l'enveloppa faisant battre son cœur plus vite sans raison apparente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pierre commença à compter, frappant des mains en rythme. « Monsieur Lucas, laissez la musique guider vos mouvements. Mademoiselle Élodie, faites confiance à votre partenaire. » Les premiers pas furent maladroits. Élodie marcha 2 fois sur le pied de Lucas, et il semblait plus préoccupé de maintenir une distance appropriée que de suivre le rythme. Pierre soupirait dramatiquement à chaque erreur. « Non, non, non. Vous dansez comme des étrangers. Où est la passion? Le romance? C'est ridicule, » murmura Lucas, plus pour lui-même que pour Élodie. « Je suis d'accord, » répondit-elle sur le même ton. « Mais ta grand-mère regarde. » En effet, Madame Hélène observait discrètement le cours depuis la porte du salon, un sourire satisfait aux lèvres. Pierre arrêta la musique. « Peut-être avons-nous besoin d'une approche différente. Mademoiselle Élodie, fermez les yeux. » « Comment? Fermez les yeux, s'il vous plaît. Monsieur Lucas, c'est maintenant votre responsabilité de la guider en toute sécurité. Mademoiselle doit vous faire entièrement confiance. » Élodie hésita un moment, mais finit par fermer les yeux. Immédiatement, ses autres sens s'aiguisèrent. La main de Lucas sur sa taille sembla plus présente, plus ferme. Son parfum devint plus intense. Elle pouvait sentir la tension dans ses muscles, la chaleur de son corps près du sien. La musique reprit, et à sa grande surprise, les mouvements coulèrent naturellement. Sans la préoccupation de surveiller les pas, Élodie se laissa guider. Lucas, quant à lui, sembla se détendre progressivement, ses mouvements devenant plus fluides et assurés. « Magnifique !» s'exclama Pierre. « Maintenant, oui, gardez les yeux fermés, mademoiselle. » « Monsieur Lucas, tournez. » Le tour fut doux, et Élodie se sentit flotter. Pendant un bref instant, elle oublia qui elle était, où elle se trouvait, et l'étrange accord qu'elle avait conclu. Il n'y avait que la musique, le mouvement et cette étrange sensation de sécurité dans les bras d'un homme qu'elle connaissait à peine. « Ouvrez les yeux, mademoiselle, » murmura doucement Maurice. Quand Élodie obéit, elle se retrouva à regarder directement dans les yeux de Lucas. Il y avait quelque chose de différent dans son regard,
une douceur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une vulnérabilité qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. Il rompit le contact visuel, tout sautant et ajustant sa posture. « Bravo !» applaudit Madame Hélène depuis la porte. « Vous formez un couple magnifique sur la piste de danse. »« Oui, madame » acquiesça Maurice avec enthousiasme. « Avec quelques leçons supplémentaires, vous serez prêt à éblouir tout le monde au bal. » Élodie s'éloigna de Lucas, sentant ses joues brûler. Il reprit immédiatement son attitude professionnelle, vérifiant sa montre. « Je dois retourner au bureau », annonça-t-il. « J'ai une visioconférence avec des investisseurs dans 15 minutes. » Avant que quiconque puisse protester, il avait déjà quitté la salle, ne laissant derrière lui que l'écho de ses pas et un parfum qui flottait encore dans l'air. Élodie le regarda partir, une étrange sensation dans la poitrine. Pendant un instant, durant la danse, elle avait entrevu quelque chose au-delà de la façade froide de l'homme d'affaires calculateur. Quelque chose d'humain, de vulnérable, de réel. « Ne vous inquiétez pas, ma chère », s'approcha Madame Hélène, posant une main douce sur son épaule. « Mon petit-fils a toujours été ainsi. Il fuit quand les émotions deviennent trop réelles. Mais vous arrivez à l'atteindre, je peux le voir. » Élodie voulut protester, expliquer qu'elle n'essayait pas d'atteindre quoi que ce soit d'autre que de tenir sa part de l'accord. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car pendant un bref instant durant la danse, quelque chose avait changé, et cela l'effrayait plus que n'importe quel contrat qu'elle aurait pu signer. Le palais. Des roses resplendissaient dans la nuit parisienne, ses lumières se reflétant sur les dizaines de voitures de luxe arrivant pour le bal de charité. Élodie observait l'agitation à travers la vitre de la limousine, son cœur battant la chamade. La robe dessinée par Jean-Pierre, une création en soie bleu nuit qui coulait comme de l'eau, la faisait se sentir à la fois puissante et vulnérable. « Souviens-toi, » dit Lucas à son côté, en ajustant le nœud papillon de son smoking. « Garde le sourire aux lèvres et laisse-moi conduire les conversations. La plupart des gens ici sont comme des requins. Ils sentent la peur à distance. »« Très rassurant, » murmura Élodie en serrant fermement son petit sac à main. La voiture s'arrêta, et avant qu'Élodie ne puisse prendre une profonde inspiration pour se préparer, la portière fut ouverte par un valet. Lucas sortit le premier, lui tendant la main pour l'aider. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Apparemment, l'héritier des Dubois et sa mystérieuse fiancée faisaient la une. « Souris », chuchota-t-il, en posant sa main sur sa taille d'un geste possessif. « C'est le moment de briller. » L'intérieur du palais était éblouissant. Des cristaux scintillaient au plafond, des musiciens jouaient dans un coin stratégiquement placé, et l'élite de la société parisienne circulait dans leurs tenues de gala, des flûtes de champagne à la main et des sourires étudiés aux lèvres. Madame Hélène les attendait déjà en haut de l'escalier principal, rayonnante dans sa robe bordeaux. « Enfin, venez, je veux vous présenter à tout le monde. » Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de présentations, de sourires forcés et de petites conversations. Élodie réalisa que Lucas avait raison. Chaque question apparemment innocente cachait une enquête. Chaque compliment était chargé d'analyse critique. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda une dame élégante, son ton laissant entendre qu'elle avait déjà entendu plusieurs versions de l'histoire. « Ce fut quelque chose d'inattendu, » répondit Lucas avec douceur, surprenant Élodie par la chaleur de sa voix. « Je l'ai vu par une nuit pluvieuse et j'ai simplement su. »« Su ?» La dame haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Qu'elle changerait ma vie ?» acheva-t-il, regardant Élodie avec une intensité qui la fit rougir. Il était un excellent acteur, elle devait l'admettre. L'orchestre commença à jouer une valse et un murmure d'anticipation parcourut la salle. Madame Hélène apparut comme par magie à leur côté. « C'est l'heure de la première danse », annonça-t-elle avec enthousiasme. « Tout le monde attend. » Lucas conduisit Élodie au centre de la salle. Les lumières s'atténuèrent subtilement, créant une atmosphère plus intime. Lorsqu'il la prit dans ses bras, Élodie ressentit le même frisson que pendant les cours de danse. « Ferme les yeux », murmura-t-il près de son oreille. « Quoi ? Fais-moi confiance. Comme en cours. Oublie toutes ces personnes. » Élodie hésita un instant, puis ferma les yeux. Comme la première fois, la sensation fut transformative. Le brouhaha de la foule se dissipa, et elle se laissa guider par le rythme de la musique et la fermeté des mains de Lucas. Il glissait à travers la salle avec une grâce qui surprit tout le monde. Les cours avec Pierre avaient porté leurs fruits.
Leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés, comme s'ils dansaient ensemble depuis des années. Lorsque Lucas la fit tourner, Élodie se sentit vraiment comme une princesse dans un conte de fées. « Ouvre les yeux maintenant », chuchota-t-il après une rotation particulièrement élégante. Lorsqu'Élodie obéit, elle réalisa qu'ils étaient bien plus proches que ce que le protocole social aurait permis. Le visage de Lucas était à quelques centimètres du sien, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité dérangeante. Un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser, et ce qui était encore plus troublant, c'était de réaliser qu'une partie d'elle le désirait. La musique s'arrêta, et la bulle magique se dissipa avec les applaudissements du public. Lucas s'éloigna rapidement, reprenant sa posture formelle, mais Élodie remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Vous étiez merveilleux », s'approcha Madame Hélène, essuyant discrètement quelques larmes. « Si passionnés, si parfaits ensemble. » Le reste de la soirée passa comme un flou. Élodie dansa avec d'autres messieurs, parla avec plus de personnes qu'elle ne pouvait s'en souvenir et but plus de coupes de champagne qu'elle n'aurait dû. Mais son esprit revenait sans cesse à ce moment pendant la valse, à cette connexion inexplicable qu'elle avait ressentie. Lorsqu'ils montèrent enfin dans la limousine pour rentrer, un silence pesant s'installa entre eux. Élodie regardait les lumières de la ville à travers la fenêtre, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées confuses. « Tu... comment ça ?» Lucas, la voix rauque, « Tu as très bien dansé. »« Merci, répondit-elle sans le regarder. »« Toi aussi. »« L'accord. Fonctionne mieux que je ne l'espérais. » Élodie se retourna enfin pour le regarder. « Ce n'est qu'un accord, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis toujours. » Pendant un instant, quelque chose traversa son visage, une ombre d'émotion qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Mais il ajusta ensuite sa cravate, un geste qu'elle avait déjà appris à reconnaître comme son bouclier contre la vulnérabilité. « Oui, » répondit-il sèchement. « Juste un accord. » Mais lorsque la limousine s'arrêta devant le manoir, aucun des deux ne semblait totalement convaincu de cela. Dans les semaines qui suivirent le bal, une étrange routine s'installa au manoir, Dubois. Élodie, désormais officiellement fiancée à l'homme d'affaires le plus convoité de Paris, consacrait ses matinées à des cours d'étiquette et de protocole social, gentiment imposés par Madame Hélène. Les après-midi étaient remplis de préparatifs pour le mariage, que la matriarche insistait pour transformer en l'événement de l'année. Lucas, quant à lui, s'immergeait de plus en plus dans son travail. Il partait avant l'aube et revenait souvent après que tout le monde se fût retiré. Dans les rares moments où ils se croisaient, la tension était palpable, comme si tous deux essayaient d'ignorer ce qui s'était passé pendant cette valse au bal. Par une matinée particulièrement pluvieuse, Élodie trouva Marguerite en train de ranger de vieilles photographies dans le bureau. La gouvernante, qui avait initialement gardé une attitude distante, était devenue une présence constante et même réconfortante ces derniers jours. « Ce sont toutes des photos de la famille ?» demanda Élodie, prenant une photo où un adolescent Lucas souriait d'un air décontracté, une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage adulte. « La plupart, » répondit Marguerite, hésitant avant de continuer. « Celle-ci a été prise avant l'accident. »« Quel accident ?» La gouvernante sembla évaluer si elle devait poursuivre, mais quelque chose dans l'intérêt sincère d'Élodie la poussa à continuer. Ses parents, c'était une nuit comme celle-ci, pluvieuse. La voiture a dérapé dans un virage en montagne. Lucas n'avait que 15 ans. Élodie sentit son cœur se serrer. C'est à ce moment-là qu'il est venu vivre avec Madame Hélène. Oui, il a beaucoup changé après ça. C'était un garçon joyeux, vous savez, toujours en train de rire, toujours en train de planifier des aventures. Et puis, enfin, vous connaissez le Lucas d'aujourd'hui. L'homme de glace, murmura Élodie, plus pour elle-même. Il a construit ses murs pour une raison, commenta doucement Marguerite. Quand on perd tout d'un coup, il semble parfois plus sûr de ne s'attacher à rien. Le bruit de pas interrompit leur conversation. Lucas entra dans le bureau, paraissant plus tendu que d'habitude. « Élodie, dit-il d'une voix maîtrisée, « je dois te parler. » Marguerite se retira discrètement, les laissant seuls. Élodie remit la photographie dans la boîte, remarquant que les yeux de Lucas s'y attardèrent un instant. « Je dois partir en voyage, » annonça-t-il sans préambule. « Une opportunité d'affaires en Asie s'est présentée, je ne peux pas l'ignorer. » « Pour combien de temps ? » « Quelques semaines, peut-être des mois. » Élodie eut
l'impression de recevoir un coup en plein estomac. Et le mariage? Il sera reporté, naturellement. J'en ai déjà parlé à ma grand-mère. Je comprends, répondit-elle, essayant de garder la voix ferme. Quand pars-tu? 15 soir. La rapidité de sa réponse l'a pris au dépourvu. Il était évident qu'il fuyait. Mais la question était, fuyait-il le mariage ou les sentiments qui commençaient à naître entre eux? Et moi? Tu resteras ici, bien sûr. Marguerite s'occupera de tout ce dont vous aurez besoin. Ma grand-mère espère que vous continuerez les préparatifs du mariage pour mon retour. Et si vous ne revenez pas? La question flotta dans l'air entre eux. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Élodie vit une véritable émotion traverser le visage de Lucas. Quelque chose entre la douleur et la culpabilité. L'accord tient toujours, répondit-il finalement. Vous aurez tout. Ce que j'ai promis, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je sais, dit-il doucement. Et pendant un moment, Élodie pensa qu'il allait dire quelque chose de plus. Mais il ajusta sa cravate, ce geste familier qui signalait le retour de ses défenses, et se dirigea vers la porte. Je dois régler quelques affaires avant le voyage. Lucas, l'appela-t-elle alors qu'il était déjà en train de partir. Il s'arrêta mais ne se retourna pas. Cette photo, vous aviez l'air heureux. Il y eut un long moment de silence avant qu'il ne réponde. C'était une autre vie. Après son départ, Élodie resta dans le bureau, regardant par la fenêtre, la pluie qui tombait, si semblable à la nuit où ils s'étaient rencontrés. Les mots de Marguerite résonnaient dans son esprit. Il a construit ces murs pour une raison. Ce qu'Élodie ignorait encore, c'est que ce voyage ne serait que le début d'une série d'événements qui transformeraient complètement leur vie. Alors qu'elle regardait la voiture de Lucas s'éloigner pour la dernière fois cette nuit-là, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle portait en elle une surprise qui bouleverserait tous les plans soigneusement établis. Les semaines se transformèrent en mois, et l'automne laissait déjà place à l'hiver à Paris. Dans le manoir du bois, Élodie faisait face à ses propres changements, certains visibles, d'autres gardés secrets. La première personne à remarquer fut Marguerite, avec son regard expérimenté et maternel. « Ça fait combien de temps que vous ne vous sentez pas bien le matin ?» demanda la gouvernante un matin, tout en tenant les cheveux d'Élodie dans la salle de bain. « Quelques semaines, » répondit Élodie, s'essuyant le visage avec une serviette. « Ça doit être quelque chose que j'ai mangé. » Marguerite la regarda avec un mélange d'inquiétude et de compréhension. « Ma chère, je crois que nous devons faire un test. » Le résultat positif ne surprit aucune des deux. Élodie observa les 2 lignes violettes apparaître sur le test de grossesse avec un mélange de peur et d'espoir. Instinctivement, elle porta la main à son ventre encore plat. « Que vais-je faire maintenant ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Marguerite. « D'abord, vous avez besoin d'un médecin. Ensuite, eh bien, nous devons en informer Madame Hélène. » La réaction de la matriarche des Dubois fut surprenante. Au lieu du choc ou de la désapprobation qu'Élodie redoutait, Madame Hélène la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Un bébé !» s'exclama-t-elle émue. « Mon premier arrière-petit-enfant. Oh, Élodie, tu ne pouvais pas me donner une meilleure nouvelle. »« Mais, et Lucas ?» demanda Élodie avec hésitation. Le sourire de Madame Hélène vacilla légèrement. « Mon petit-fils doit être informé, bien sûr. Mais d'abord, nous allons prendre soin de toi et de ce petit miracle. » Les jours suivants furent un tourbillon de consultations médicales, de vitamines prescrites et de gâteries exagérées. Madame Hélène insista pour transformer l'une des chambres de la demeure en une luxueuse chambre de bébé, même si c'était encore si tôt. Entre nausées matinales et siestes inattendues, Élodie commença à développer un nouvel intérêt. Pendant ces longues heures de solitude, elle se mit à dessiner. D'abord, ce ne furent que des gribouillages distraits de vêtements qu'elle aimerait porter pour dissimuler son ventre qui commençait à s'arrondir. Puis, les dessins devinrent plus élaborés. Une ligne complète de vêtements pour femmes, enceinte alliant confort et élégance. « C'est vraiment bien », commenta Marguerite un jour en observant les dessins éparpillés sur le bureau. « Tu as du talent. »« Ce n'est qu'un passe-temps, » répondit Élodie, mais son visage s'illumina à ce compliment. « Rien n'est jamais juste un passe-temps quand on y met de la passion, » répondit la gouvernante avec sagesse. « As-tu déjà pensé à en faire quelque chose ?» La graine plantée par Marguerite commençait à germer. Avec le soutien enthousiaste de Madame Hélène, Élodie se plongea dans des recherches sur le marché de la mode pour femmes enceintes. Elle découvrit qu'il existait un vide significatif pour des vêtements à la fois confortables
élégant et durable. Utilise les ressources à ta disposition, l'encouragea Madame Hélène. Tu es une Dubois maintenant. Même si ce n'est pas encore officiel, lance ta propre marque. Mais je ne connais rien aux affaires. Ma chérie, tu portes un héritier Dubois. Il est temps d'apprendre. Avec l'aide de Madame Hélène, Élodie s'immergea dans le monde des affaires. Elle étudia la gestion d'entreprise, le marketing, la durabilité dans la mode. Ses soirées étaient consacrées à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur le marché qu'elle souhaitait conquérir. Son premier prototype fut une robe adaptable qui suivait toutes les étapes de la grossesse, confectionnée avec des tissus écologiques. Les retours des autres femmes enceintes qu'elle rencontrait lors de ses consultations prénatales furent extrêmement positifs. « Tu es en train de créer plus qu'une marque », commenta Madame Hélène, observant avec fierté Élodie présenter son plan d'affaires. « Tu es en train de créer un héritage pour ton enfant. » Pendant ce temps, Lucas restait absent. Ses rares communications étaient brèves et pratiques, toujours transmises par son assistante. Il ne savait toujours pas pour la grossesse. Élodie avait insisté pour le lui dire en personne, si et quand il reviendrait. Ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'Élodie s'épanouissait dans sa nouvelle vie, transformant sa passion pour la mode en une entreprise prometteuse, une ombre se rapprochait. Marguerite, toujours présente et attentionnée, commençait à tisser ses propres plans en coulisses, voyant une opportunité de profit dans la marque grandissante d'Élodie. Un après-midi particulièrement productif, alors qu'Élodie finalisait les dessins de sa première collection complète, une enveloppe fut livrée au manoir. Elle venait de Lucas, la première communication directe depuis des mois. Les mains légèrement tremblantes, Élodie ouvrit l'enveloppe, sans imaginer que son contenu changerait complètement le cours de son histoire. L'enveloppe contenait une courte note et quelques documents juridiques. L'écriture ferme de Lucas semblait froide sur le papier à en-tête. « Élodie, je dois prolonger mon séjour en Asie indéfiniment. Des affaires importantes nécessitent ma présence continue. Les documents joints assureront ta sécurité financière comme convenu. Tu es libre de poursuivre ta vie. Elle. » Les mots frappèrent Élodie comme un coup au ventre. Instinctivement, sa main se posa sur son ventre déjà visible à 5 mois. Comment pouvait-il être aussi froid, aussi distant? Les larmes commencèrent à couler avant qu'elle ne puisse les retenir. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Madame Hélène en entrant dans le bureau, alarmée par l'état de sa belle-fille. Incapable de parler, Élodie tendit simplement la lettre à la matriarche. Madame Hélène la lut rapidement, son visage vieillissant de plusieurs années en quelques secondes. « Ce fou !» s'exclama-t-elle avec une colère contenue. « Fuir comme un lâche, tout comme son père. »« Comment ça ?» demanda Élodie, essuyant ses larmes. Madame Hélène s'assit lourdement dans un fauteuil. « C'est une vieille histoire. Le père de Lucas, avant l'accident, il a aussi fui. Pas physiquement, mais émotionnellement. La peur d'aimer, de s'engager, de perdre, c'est une malédiction qui semble se transmettre de génération en génération chez les hommes de cette famille. » À ce moment, Marguerite entra avec un plateau de thé, son visage montrant une inquiétude sincère, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. « J'ai apporté un thé apaisant, » dit la gouvernante. « Vous ne pouvez pas être nerveuse dans cet état. » Servant le thé, Marguerite observait attentivement l'interaction entre les deux femmes. Ces derniers mois, elle avait soigneusement construit une image de confidente et de soutien, gagnant non seulement la confiance d'Élodie, mais aussi l'accès à tous les détails de son entreprise de mode en plein essor. « Je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler, » déclara Élodie après quelques gorgées de thé. « La marque est presque prête à être lancée. Je vais me concentrer là-dessus. »« Excellente décision !» s'exclama Marguerite avec un enthousiasme exagéré. « D'ailleurs, j'ai quelques contacts dans le secteur textile qui pourraient nous aider à réduire les coûts de production. »« Nous aider ?» demanda Madame Hélène en levant un sourcil. « Oh oui !» poursuivit Marguerite, son ton décontracté et dissimulant à peine son ambition. « J'ai aidé Élodie dans tous les détails. Je suis pratiquement une associée informelle. » Élodie fronça les sourcils, mal à l'aise face à cette déclaration. Il était vrai que Marguerite s'était montrée extrêmement serviable, mais aucune association n'avait jamais été discutée. Au cours des semaines suivantes, alors qu'Élodie se consacrait à finaliser sa première collection, des événements étranges commencèrent à se produire.
Certains de ces dessins originaux disparurent. Des fournisseurs reçurent des commandes en double. Un compte bancaire professionnel fut ouvert sans son autorisation. La vérité éclata lorsqu'Élodie reçut un appel d'un grand magasin. « Madame Dubois, nous aimerions confirmer la commande de 5000 pièces de la collection maternité pour notre réseau. »« Quelle commande ?» demanda Élodie perplexe. « La commande passée par votre associée, Madame Marguerite Dupont. Elle a présenté tous les documents de l'association. » Le sang d'Élodie se glaça. Courant jusqu'à son bureau, elle découvrit que plusieurs dossiers contenant des projets et des contrats avaient disparu. À leur place, elle trouva des copies de documents qui la liaient, soi-disant à une association avec Marguerite, des documents portant sa signature parfaitement falsifiée. « Vous cherchez quelque chose ?» La voix de Marguerite retentit à la porte. Son ton habituellement doux avait été remplacé par quelque chose de plus dur, de plus calculateur. « Comment as-tu pu ?» demanda Élodie, sa voix tremblante de colère et de déception. « Les affaires sont les affaires, ma chère. Tu as le talent, j'ai les contacts. Ce serait dommage de gaspiller tout ce potentiel. C'est une fraude. C'est une opportunité, corrigea Marguerite avec un sourire froid. Et à qui penses-tu qu'ils vont croire? À la gouvernante dévouée qui a servi la famille Dubois pendant des décennies ou à l'escroc qui a séduit l'héritier et est tombé enceinte juste avant qu'il ne disparaisse? Les mots frappèrent Élodie comme une gifle. Elle sentit le monde tourner, ses jambes flageoler. La dernière chose qu'elle vit avant que tout ne s'assombrisse fut le sourire triomphant de Marguerite, se transformant en une expression d'alarme. Feinte, Élodie se réveilla dans sa chambre, avec Madame Hélène tenant sa main et un médecin vérifiant ses signes vitaux. « Le bébé » furent ses premiers mots. « Tout va bien », assura le médecin. « Mais vous devez éviter le stress. L'hypertension pendant la grossesse est dangereuse. » Dès que le médecin fut parti, Élodie essaya de se lever, mais Madame Hélène l'en empêcha fermement. « Reste allongée, je sais déjà tout. »« Marguerite, elle a déjà été renvoyée, » déclara la matriarche des Dubois avec froideur. « Et ne t'inquiète pas pour les faux documents. Mes avocats s'en occupent déjà. » Élodie laissa échapper un sanglot de soulagement. « Je me sens si stupide. Je lui ai fait confiance. »« Tu n'es pas la première à être trompée par cette vipère, » soupira Madame Hélène. « Depuis des années, je me méfiais d'elle, mais je n'avais jamais de preuves concrètes. Maintenant, nous en avons. » Dans les jours qui suivirent, tout en se remettant du choc, Élodie découvrit que Marguerite avait tenté des escroqueries similaires auparavant, profitant toujours des moments de vulnérabilité des familles qu'elle servait. La différence, c'est que cette fois, elle avait été prise. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda Élodie un matin, regardant ses dessins éparpillés sur le lit. « Toute la marque est compromise. »« Non, ce n'est pas le cas, » répondit Madame Hélène avec une lueur déterminée dans les yeux. « En fait, c'est le moment parfait pour un lancement encore plus grand. »« Comment ça ?»« Ma chère, tu as quelque chose que Marguerite n'a jamais eu, le nom Dubois. Il est temps de l'utiliser. » Avec l'aide de Madame Hélène, le scandale fut transformé en opportunité. L'histoire d'une jeune styliste enceinte qui a surmonté une tentative de fraude pour créer une marque de mode durable a conquis les médias. Le fait qu'elle soit la fiancée, temporairement abandonnée du puissant Lucas Dubois, n'a fait qu'accroître l'intérêt. La première collection Élodie Dubois pour les mères fut lancée lors d'un événement caritatif qui réunit l'élite de la société parisienne. Les pièces, alliant élégance et conscience environnementale, furent un succès instantané. « Tu as réussi », murmura Madame Hélène pendant le cocktail de lancement, regardant fièrement Élodie discuter avec les acheteurs et les journalistes. « Tu as transformé un moment de crise en triomphe. » Le succès de la marque grandissait de manière exponentielle. Élodie découvrit qu'elle avait un talent naturel non seulement pour le design, mais aussi pour les affaires. Ses décisions étaient guidées par un mélange d'intuition et de pragmatisme qui surprenait même les plus expérimentés du marché. Un dimanche matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans le jardin avec Madame Hélène, leur routine fut interrompue par un appel inattendu. C'était Claire, la secrétaire de Lucas. « Madame Dubois », la voix de Claire tremblait, « je dois vous informer, il y a eu un accident. » Le monde sembla se figer. Élodie saisit la main de Madame Hélène, qui avait déjà des larmes aux yeux, pressentant le pire. Monsieur Dubois était en réunion à Singapour quand il a eu un malaise. Les médecins disent donc que c'était dû à un stress extrême. Il est stable, mais... Il demande à vous voir.
Élodie sentit son bébé donner un coup, comme s'il répondait à la nouvelle. Après des mois de silence, après la lettre froide, après tout, il la réclamait. « Il ne sait pas pour le bébé », murmura Élodie, couvrant son ventre proéminent de ses mains. « Maintenant, il va devoir l'apprendre », déclara Madame Hélène, essuyant ses larmes. « Je vais organiser le jet privé. Tu partiras pour Singapour demain matin. » Cette nuit-là, en préparant sa valise, Élodie trouva la vieille photo de Lucas adolescent, celle où il souriait sans retenue. Elle la rangea soigneusement parmi ses vêtements. Peut-être, juste peut-être, ce garçon existait-il encore quelque part en l'homme qui l'avait fui. Ce qu'Élodie ignorait, c'est que pendant qu'elle se préparait à partir, Lucas était dans son lit d'hôpital, tenant une tablette où il lisait toutes les nouvelles sur le succès de sa marque. Dans ses mains tremblantes, il y avait aussi une vieille photo de lui avec ses parents prise peu avant l'accident. Au verso, un message écrit par sa mère. « Le vrai succès ne réside pas dans ce que nous accomplissons, mais dans ce que nous devenons au cours du processus. » L'hôpital américain de Paris à Singapour était un complexe imposant et moderne. Élodie, après près de 15 heures de vol, sentait son cœur battre la chamade, tandis qu'elle suivait le médecin dans les couloirs immaculés. Son ventre, de 7 mois, attirait l'attention des employés, qui chuchotaient en mandarin en la voyant passer. « Monsieur Dubois se rétablit bien », expliquait le docteur Laurent dans un anglais précis. L'effondrement a été causé par une extrême fatigue et une tension artérielle très élevée. Il devra apporter des changements significatifs à son mode de vie. Élodie hocha la tête, essayant de maîtriser son anxiété. Comment Lucas réagirait-il en la voyant? Plus important encore, comment réagirait-il en découvrant qu'il allait être père? Le médecin s'arrêta devant une porte. Il est conscient et lucide, mais encore faible. S'il vous plaît, évitez tout stress inutile. Lorsque la porte s'ouvrit, Élodie eut besoin de quelques secondes pour reconnaître l'homme dans le lit. Lucas était plus mince, plus pâle. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient ébouriffés. Mais ce furent ses yeux qui l'impressionnèrent le plus. L'éclat froid et calculateur avait été remplacé par quelque chose de plus vulnérable, de plus humain. Il la regarda des pieds à la tête, son regard s'attardant sur son ventre proéminent. Ses yeux s'écarquillèrent de compréhension, et le moniteur cardiaque à côté du lit enregistra une accélération des battements. « Élodie !» Sa voix était rauque, hésitante. « Toi, nous… » « Oui !» répondit-elle simplement, s'approchant du lit. Surprise. Lucas ferma les yeux un instant, et Élodie vit des larmes couler sur son visage. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. « Pardonne-moi » murmura-t-il. « J'ai été un lâche. Pourquoi as-tu fui ?» Il rouvrit les yeux, la fixant avec une honnêteté brute qui la désarma. « Parce que ça recommençait. Je tombais amoureux et ça m'a terrifié. » Élodie s'assit sur la chaise à côté du lit, sentant son fils bouger, comme s'il répondait à la proximité de son père. « Après l'accident de mes parents, » continua Lucas, la voix étranglée, « je me suis promis de ne plus jamais me permettre d'être vulnérable. L'amour signifie la possibilité de perdre, et je ne pouvais pas revivre ça. Alors tu as préféré être celui qui cause la perte. » La question le frappa comme un coup physique. « Je suis devenu exactement ce que je craignais le plus. Comme mon père, fuyant quand les choses deviennent trop réelles. J'ai vu les nouvelles sur ta marque, » changea-t-il de sujet, indiquant la tablette sur la table à côté. « Tu es incroyable. Tu as transformé un arrangement de convenance en quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu une bonne enseignante. Ta grand-mère… » « Non, » l'interrompit-il doucement. « C'était toi, ta force, ta détermination. J'ai tout lu sur la façon dont tu as affronté Marguerite. Comment tu as transformé la crise en opportunité. Tu es plus Dubois que je ne l'ai jamais été. » À ce moment-là, le bébé donna un coup particulièrement fort. Élodie, par instinct, prit la main de Lucas et la posa sur son ventre. Il eut un souffle coupé en sentant le mouvement. « C'est un garçon, » dit-elle doucement. « Je l'ai découvert lors de la dernière échographie. »« Un fils, » murmura Lucas, la voix étranglée. « J'ai failli tout perdre. »« Tu n'as encore rien perdu, » répondit Élodie, se surprenant elle-même par la douceur de sa voix. « Mais tu dois décider. Vas-tu continuer à fuir ou vas-tu affronter tes peurs ?» Lucas garda la main sur son ventre, sentant les mouvements de son fils. De l'autre main,
Il attrapa quelque chose sur sa table de chevet, une vieille photo de ses parents. « Je l'ai trouvée parmi mes affaires quand j'étais au plus bas de l'épuisement », expliqua-t-il, montrant le message au dos. C'était comme si ma mère essayait de me dire quelque chose à travers le temps. Et que penses-tu qu'elle voulait dire? Que j'ai passé tellement de temps à essayer de prouver ma valeur par le succès professionnel que j'ai oublié de devenir quelqu'un, digne d'être aimé. Les mots planèrent entre eux, chargés de sens. Dehors, le soleil de Singapour commençait à se coucher, peignant la chambre de tons dorés. « Je ne sais pas si je peux complètement changer », admit Lucas, « mais je veux essayer. Pour toi, pour notre fils, pour moi-même. » Élodie sentit ses propres larmes commencer à couler. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le reste, on le découvrira ensemble. Le retour en France fut marqué par des changements significatifs. Lucas, encore en convalescence, fut pratiquement obligé par les médecins de réduire sa charge de travail. Élodie, quant à elle, voyait sa marque croître de manière exponentielle, avec des commandes provenant de tout le pays. La demeure des Dubois, autrefois un lieu de silence et de protocole, se transformait progressivement. Le bureau qui était auparavant le sanctuaire isolé de Lucas abritait désormais également un espace pour Élodie, où elle dessinait ses collections, tandis qu'il apprenait à déléguer les responsabilités. « Je n'aurais jamais imaginé voir cela », commenta Madame Hélène un après-midi, observant le couple travailler côte à côte. Lucas venait d'interrompre une visioconférence pour aider Élodie avec un tissu qu'elle n'arrivait pas à atteindre. Et ce geste naturel d'affection entre eux réchauffa le cœur de la matriarche. La transformation la plus remarquable, cependant, était celle de Lucas. L'homme qui ne vivait autrefois que pour les tableaux et les réunions tenait désormais à accompagner Élodie à tous ses rendez-vous prénataux. Son intérêt pour le développement du bébé surprenait même les médecins. « C'est incroyable », commenta-t-il après une consultation, encore émerveillé par les images de l'échographie. « Il a déjà vos traits. »« Et ton menton têtu », taquina Élodie, lui arrachant un sourire, quelque chose qui devenait de plus en plus fréquent. La chambre du bébé devint un projet commun. Lucas, découvrant un côté de lui qu'il ignorait, passait des heures à rechercher les meilleurs. Berceau et équipement de sécurité. Élodie, entre une réunion et une autre pour sa marque, créait personnellement chaque détail de la décoration. « J'ai trouvé cela dans le grenier », dit un jour Madame Hélène, apportant une vieille boîte. À l'intérieur se trouvait le mobile qui avait appartenu à Lucas lorsqu'il était bébé, fait de petits avions en bois peints à la main. « Mon père l'a fait pour moi », murmura Lucas, touchant délicatement les petits avions. Sa voix ne portait plus l'amertume d'autrefois lorsqu'il parlait de ses parents. Les souvenirs heureux commençaient à surpasser la douleur de la perte. La marque d'Élodie continuait son ascension fulgurante. Un important magazine de mode l'avait élue comme l'une des entrepreneuses les plus prometteuses de l'année, mettant en avant non seulement ses designs innovants, mais aussi son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale. « Je suis fier de toi », déclara Lucas après avoir lu l'article, « pas seulement pour ton succès, mais pour ne pas avoir perdu ton essence en chemin. »« J'ai appris de mes erreurs », répondit-elle, caressant son ventre, « et des tiennes aussi. J'ai tout lu sur la façon dont tu as affronté Marguerite, comment tu as transformé la crise en opportunité. Tu es plus Dubois que je ne l'ai jamais été. » À ce moment-là, le bébé donna un coup particulièrement fort. Élodie, par instinct, prit la main de Lucas et la posa sur son ventre. Il eut un souffle coupé en sentant le move. L'affaire Marguerite avait été discrètement résolue par les avocats de la famille, mais elle avait laissé des leçons précieuses. Élodie participait désormais activement à toutes les décisions de son entreprise, ayant appris à équilibrer confiance et prudence. Un soir, alors qu'il finalisait les derniers détails de la chambre du bébé, Lucas surprit Élodie avec une boîte en velours bleu. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre », demanda-t-il, semblant nerveux. Une vision rare pour l'homme d'affaires, toujours maître de lui. À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague de fiançailles, pas la même qu'il avait achetée par obligation des mois auparavant, mais une nouvelle, clairement choisie avec soin et signification. « Je sais que nous sommes techniquement fiancés », commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Mais je veux faire les choses correctement cette fois. Pas par arrangement, pas pour les apparences, mais parce que je t'aime, parce que je veux construire une vraie vie avec toi et notre fils. » Élodie sentit les larmes commencer à couler. « Maudites hormones de grossesse, pensa-t-elle. « Tu es sûr ?»
Tu ne vas pas fuir sur un autre continent cette fois. Il rit, un son authentique et libérateur qui la surprenait encore. Le seul voyage que je prévois de faire, c'est vers la maternité quand ce petit décidera de naître. Alors oui, répondit-elle, lui permettant de glisser la bague à son doigt, mais à une condition. Laquelle? Que tu ne me caches plus jamais tes émotions, que tu sois vrai même quand c'est difficile, même quand c'est effrayant. Lucas l'attira près de lui, autant que son ventre le permettait. Je te le promets. En fait, j'ai quelque chose à te dire tout de suite. Quoi? J'ai démissionné de mon poste de PDG. La nouvelle de la démission de Lucas Dubois de son poste de PDG de Dubois Industries a provoqué un tollé sur le marché financier. Les actions de l'entreprise ont fluctué, les analystes ont spéculé et les médias sont entrés en effervescence. Mais pour la première fois de sa vie, Lucas ne se souciait plus des chiffres. « Je resterai au conseil », expliqua-t-il à une Élodie encore stupéfaite. « Mais j'ai réalisé que je ne veux pas être seulement connu comme un dirigeant prospère. Je veux être un père présent, un mari dévoué et je veux être ton associé. » Élodie cligna des yeux, surprise. « Comment ça? Ta marque grandit de manière exponentielle. Elle a besoin d'expansion, de structure, de planification stratégique. Je peux t'aider avec ça si tu veux. Pas en tant que contrôleur, mais en tant que partenaire égal. » La proposition était inattendue, mais elle avait du sens. Ces derniers mois, pendant sa convalescence, Lucas s'était impliqué de plus en plus dans la marque d'Élodie, offrant des suggestions précieuses et partageant son expérience en gestion. « Et ta passion pour les grandes affaires ?» Il sourit, prenant ses mains entre les siennes. « Ma passion a toujours été pour les défis, pour construire quelque chose de significatif. Et quoi de plus significatif que de construire quelque chose avec la personne que j'aime. La fusion de leur vie professionnelle s'est faite naturellement, tout comme la fusion de leur cœur. Le bureau de la demeure est devenu le quartier général de Élodie Dubois Mode Durable, avec Lucas s'occupant de l'expansion internationale, tandis qu'Élodie dirigeait la partie créative. Madame Hélène observait tout cela avec une satisfaction qui dépassait ses attentes initiales. « Tu sais, commenta-t-elle un jour, quand j'ai insisté pour que Lucas se marie, je n'aurais jamais imaginé qu'il trouverait quelqu'un qui le transformerait à ce point. »« Je ne l'ai pas transformé, » répondit Élodie, observant Lucas lors d'une visioconférence avec des investisseurs étrangers. « Je l'ai simplement aidé à redécouvrir qui il est vraiment. » La naissance de Pierre, par une chaude nuit d'été, fut le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin. Lucas, qui avait toujours contrôlé chaque aspect de sa vie, se retrouva complètement subjugué par le sourire édenté de son fils. « Il a tes yeux, » murmura Élodie, somnolente, dans la maternité, en observant père et fils. « Et ton esprit combatif, » répondit Lucas, remarquant comment le bébé serrait fermement son doigt. « Il montre déjà de la personnalité, Ment. »« C'est un garçon, » dit-elle doucement. « Je l'ai découvert lors de la dernière échographie. »« Un fils, » murmura Lucas, la voix étranglée. « J'ai failli tout perdre. »« Tu n'as encore rien perdu, » répondit Élodie, se surprenant elle-même par la douceur de sa voix. « Mais tu dois décider. » La cérémonie de mariage, organisée lorsque Pierre avait 3 mois, fut très différente de l'événement social qui avait été initialement prévu. Dans le jardin de la demeure Dubois, entourés uniquement de leur famille et de leurs amis proches, Élodie et Lucas échangèrent des vœux qui reflétaient leur parcours unique. « Quand je t'ai rencontré cette nuit pluvieuse, » déclara Lucas dans ses vœux, « je pensais faire un arrangement. Je ne savais pas que je trouvais mon salut. Et moi, je pensais accepter une solution facile, » répondit Élodie, les larmes aux yeux. « Je n'imaginais pas que je commençais l'aventure la plus importante de ma vie. » Madame Hélène, tenant son arrière-petit-fils dans ses bras, ne pouvait contenir son émotion. Son dernier vœu ne s'était pas seulement réalisé, mais il avait dépassé toutes ses attentes. La marque continuait de grandir, avec maintenant une nouvelle ligne de vêtements pour enfants durables inspirée par Pierre. Lucas découvrit que son expérience en négociation internationale était parfaitement applicable aux discussions avec un bébé têtu qui refusait de dormir. « Qui l'aurait cru ?» commenta-t-il un soir, après avoir finalement réussi à endormir. « Pierre, que le puissant Lucas Dubois serait complètement dominé par quelqu'un qui ne sait même pas encore parler. » Élodie rit, se blottissant dans les bras de son mari. « L'amour a ce pouvoir. Il nous fait découvrir des forces que nous ignorions avoir
et des fragilités que nous n'avons pas besoin de cacher. Sur le mur de la chambre de Pierre, l'ancien mobile d'avion dansait doucement avec la brise nocturne. En dessous, dans un cadre spécial, 2 photographies côte à côte racontaient une histoire de transformation. L'adolescent Lucas souriant sans retenue et une photo récente de la famille, avec le même sourire sincère sur son visage adulte. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse sur les Champs-Élysées. Le manoir du Bois, autrefois un symbole de pouvoir et de statut, s'était transformé en un véritable foyer, rempli de rires et d'amour. Pierre, maintenant un garçon intelligent de 4 ans, courait dans les couloirs avec l'énergie typique de son âge, souvent suivi par sa petite sœur, Louise, de 2 ans. Une surprise qui était arrivée pour compléter encore plus la famille. Élodie Dubois Mode Durable était devenue l'une des plus grandes marques de mode durable d'Amérique latine, avec des boutiques dans plusieurs capitales du monde. Mais le véritable succès, comme Lucas et Élodie l'avaient découvert, ne résidait pas dans les chiffres impressionnants ou les éloges des médias. « Papa, raconte encore l'histoire du mobile », demanda Pierre un soir, alors que Lucas le mettait au lit. Les petits avions en bois dansaient toujours au-dessus de son berceau, maintenant partagé avec sa sœur. « Eh bien, c'est ton arrière-grand-père qui l'a fait pour moi, quand j'avais ton âge, » commença Lucas, s'asseyant au bord du lit. « Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Que chaque vol commence avec un rêve, » compléta Pierre, fier de s'en souvenir. « Exactement, » sourit Lucas, en ébouriffant les cheveux de son fils. « Et parfois, les meilleurs rêves sont ceux que nous partageons, avec ceux que nous aimons. » Dehors, dans le couloir, Élodie observait la scène avec Louise endormie dans ses bras. Son cœur débordait en voyant comment Lucas s'était transformé en le père attentionné et présent qu'il était aujourd'hui. Dans l'entreprise, ils avaient trouvé un équilibre parfait entre leurs compétences complémentaires. La vision créative d'Élodie, combinée à l'expertise entrepreneuriale de Lucas, avait créé quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une marque qui ne générait pas seulement des profits, mais qui faisait une différence dans le monde. Madame Hélène, maintenant âgée de 90 ans, continuait d'être le pilier de la famille, bien qu'elle ait réduit ses activités sociales. Sa plus grande joie était de voir comment son dernier souhait s'était transformé en quelque chose d'aussi extraordinaire. « Tu sais » commenta-t-elle lors d'un déjeuner dominical en observant la famille réunie dans le jardin, « quand j'ai demandé à Lucas de se marier, tout ce que je voulais, c'était le voir heureux. Mais vous m'avez donné bien plus que cela. Vous m'avez donné une famille complète. » La marque venait de lancer une initiative révolutionnaire, un programme de formation pour les femmes en situation vulnérable, offrant des cours de couture et de design durable. C'était une façon pour Élodie de rendre à la vie l'opportunité qu'elle lui avait donnée. « Chaque femme que nous formons, » expliqua-t-elle dans une interview, « est une histoire de transformation potentielle. Tout comme j'ai eu ma chance de recommencer, je veux offrir cette possibilité à d'autres. » Lucas, qui autrefois mesurait le succès uniquement en chiffres et en acquisitions, trouvait désormais sa plus grande satisfaction dans les petits moments. Les matins, de dimanche avec les enfants dans le lit, les réunions du conseil d'administration, où lui et Élodie débattaient d'idées en égaux, les dîners en famille, où les projets d'avenir étaient discutés entre rires et histoires. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble, dans le bureau, qui avait désormais un espace de jeu pour les enfants, Élodie trouva une vieille photo tombée d'un dossier. C'était celle du jour du bal, où ils avaient dansé pour la première fois. « On dirait une autre vie », commenta Lucas, regardant la photo par-dessus son épaule. « Et c'en était une », répondit Élodie, se tournant pour le regarder. « Nous étions d'autres personnes. »« Non », corrigea-t-il doucement. « Nous étions les mêmes personnes, mais perdues. Tu m'as aidé à retrouver mon chemin vers qui j'étais vraiment. » Le son des rires d'enfants envahit le bureau. Pierre et Louise avaient encore échappé à la surveillance de la nounou. Louise, avec ses petits pas encore hésitants, courut droit dans les bras de son père, tandis que Pierre se jeta sur les genoux de sa mère. « Je crois que nous avons trouvé plus qu'un chemin », sourit Élodie, en serrant son fils dans ses bras. « Nous avons trouvé une destinée. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Élodie et Lucas restèrent sur la terrasse, contemplant la ville qui avait été le témoin du début de leur histoire. La pluie tombait doucement, comme cette première nuit. « Tu sais, ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Lucas, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Quoi donc ?»«
Comment le vrai succès n'a rien à voir avec ce que je croyais important? Il est là, fit-il un geste vers la maison, vers les lumières de la chambre des enfants, vers leurs alliances brillant dans la lumière douce, dans tout ce que nous avons construit ensemble. Élodie posa sa tête sur son épaule, respirant, le parfum familier qui signifiait désormais la maison. Qui aurait cru que cet arrangement de convenance se transformerait en tout cela? Ce n'était pas l'arrangement, répondit-il, déposant un doux baiser sur son front. C'était ton cœur assez grand pour voir au-delà de mes défenses, ta force pour affronter tous les obstacles, ta capacité à transformer chaque défi en opportunité. La pluie continuait de tomber dehors, mais maintenant, au lieu de solitude et de tristesse, elle n'apportait que de doux souvenirs et la promesse de nouveaux moments à créer. Sur le mur du bureau, l'ancienne photo de Lucas adolescent faisait désormais partie d'une mosaïque de moments heureux. La naissance des enfants, les voyages en famille, les célébrations, les sourires sincères. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une proposition improbable par une nuit pluvieuse s'était transformé en une histoire d'amour véritable, prouvant que parfois les plus grands cadeaux de la vie se déguisent en accords commerciaux, et que le vrai succès ne réside pas dans ce que nous accomplissons, mais dans ce que nous devenons au fil du voyage.